Bonjour à tous, ici c'est Loïse et Chiara pour RCB. Nous, c'est Maxence et Georges pour The Sunday Press. Et moi, c'est Raphaël pour Sciences Po TV. Et aujourd'hui, on a interviewé Jean Basser, Christelle Cordel et Jeanne Lazarus pour vous sur le campus de Reims. Et on vous laisse avec la vidéo. Donc déjà, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté cet entretien avec les représentants des médias du campus. Je voulais commencer avec une première question par rapport à la procédure d'admission qui vient juste d'être changée. Donc on a appris que Sciences Po accorderait plus d'importance à l'oral, à savoir 50% de la note finale. Pourquoi cette volonté de placer l'oral au centre de la procédure d'admission ? C'est une réforme que moi j'ai découverte en arrivant, mais elle m'a paru assez rationnelle. Donc je peux en dire un mot, mais moi ce que je crois fondamentalement, c'est que les zéros aujourd'hui, en règle générale, on parle d'examen, on parle aussi de la vie professionnelle, est sans doute le meilleur moyen de percevoir réellement une personnalité. Et donc je trouve que dans la procédure actuelle, l'écrit, avec notamment l'aide de motivation et essai, je ne sais pas à titre personnel si on apprécie un candidat ou sa famille, pour dire la vérité. Et je trouve que là, le fait de pouvoir avoir un débat plus long à l'oral avec des jurys qui connaîtront le dossier et qui pourront interroger le candidat sur tel élément qu'il a évoqué dans sa lettre m'apparaît beaucoup plus riche pour apprécier des personnalités. Ça suppose quand même, pour éviter la caricature, il ne s'agit pas de mettre en place des grands oraux, on vous interroge sur tout et n'importe quoi. Donc il faut que le jury soit bien cadré, qu'on sache ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est repérer des personnes dont on sait qu'ils ont un parcours académique extrêmement bon, puisque là il y a une analyse des dossiers et des notes, mais qui a en plus une personnalité qui apparaît intéressante à Sciences Po, à laquelle on pourra apporter un développement important plus tard. C'est ça l'objectif. Et de ce point de vue-là, un oral à 50% m'apparaît une bonne chose. Et demain, pour ceux qui quitteront Sciences Po, lorsqu'ils chercheront un job, il faut qu'ils sachent que c'est l'oral et leur entretien, une fois qu'ils l'auront obtenu, ce qui est toujours un peu difficile, sera l'élément majeur de faire savoir si un employeur acceptera de bosser avec eux ou pas. Je peux vous en dire 2 mots parce qu'on avait eu un groupe de travail il y a 1 an tout juste, qui réunissait de nombreuses parties de l'institution, y compris donc le collège et la direction de la formation. Et on a beaucoup tourné autour de qu'est-ce qui serait le plus juste à nos yeux. Et alors, il y a quand même 2 phases. Il reste la phase d'admissibilité qui, elle, est fondée sur le dossier et qui est déjà la phase, qui est la plus sélective en réalité, et qui est fondée sur le dossier de notes et aussi sur ces fameuses notes de réflexion, tous les éléments écrits que l'on demande. On juge la famille, on juge aussi, on le sait aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Donc on sait que l'intelligence artificielle, on peut l'utiliser bien ou mal. Quand même, on se dit que avoir un moment où on rencontre les candidats et donner plus d'importance à ce moment-là, c'est finalement ce qui nous a paru le plus juste dans cet ensemble de contraintes qui sont toujours... Oui, je suis un peu longue. Non, Ok, je vais être plus concise. Voilà. Non, c'était parfait, merci. J'ai une question maintenant pour vous, Monsieur Basser. Oui. Vous êtes directeur et administrateur proviseur de Sciences Po depuis le 27 mars et vous passerez le relais fin septembre. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce mandat court, mais assez mouvementé ? Alors il fut mouvementé, et il le sera peut-être encore. Non, ce que je retiens, mais ce que je te disais tout à l'heure aux journalistes qui étaient en face de moi j'ai découvert Sciences Po 40 ans après l'avoir quitté à peu près. Et ce qui m'a fasciné, c'est de voir à quel point les évolutions qui ont été engagées ces dernières années sont remarquables. Encore une fois, l'internationalisation, l'ancrage territorial, l'ouverture sociale et le fait qu'on ait développé une université de recherche, ce qui n'existait pas de mon temps, je trouve que c'est des évolutions très positives. J'en avais entendu parler un peu vaguement. Et là, le fait de rencontrer les équipes était pour moi un très grand motif de satisfaction. Deuxième chose, c'est justement la mobilisation des équipes. Moi, je suis entouré par des équipes qui sont très très attachées à l'institution, qui travaillent beaucoup, qui donnent beaucoup d'elles-mêmes, et d'où le fait d'ailleurs que lorsqu'il y a des crises, elles le vivent de manière très très dure. Il y a eu aussi la pression médiatique. Je savais qu'elle existait, j'avais eu des fonctions, j'avais pu la rencontrer, et là elle est plus forte que ce que j'imaginais même. Et puis la radicalisation quand même. Vous parlez sans doute dans le mouvement de la crise. Moi j'étais frappé par la radicalisation à laquelle on a été confronté. Merci. Justement, c'est là où on voulait en venir pour les mobilisations pour la paix en Palestine. Vous vouliez parler de ça.
Donc la fin de l'année universitaire dernière a été marquée par les mobilisations pour la paix en Palestine. Est-ce que vous regrettez des éléments de la gestion de cette crise au sein de la direction ou est-ce que vous en êtes satisfait ? Moi, on n'est pas satisfait d'une crise, on n'est pas satisfait de devoir faire venir les forces de l'ordre. C'est naturellement un constat d'échec. Donc je ne peux pas être satisfait de ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai des regrets ? Sans doute oui en termes de communication, mais sur le fond, on a essayé le dialogue autant qu'on a pu, mais moi je me suis heurté, j'évoquais la radicalisation, à des revendications que je ne voulais pas, je ne pouvais pas satisfaire. Typiquement, rompre les liens avec les universités israéliennes, je pense, mais même pour ceux qui défendent la cause palestinienne, que c'est fondamentalement une erreur. Après, qui peut contester le fait que ce qui se passe à Gaza ne suscite pas la mobilisation de la jeunesse ? Donc ce n'est pas tellement moi la mobilisation qui m'a posé problème, c'est son expression et les revendications. Et on n'a pas réussi à créer un dialogue pour expliquer ce qu'on pouvait faire. Et il y a des choses qu'on peut faire et qu'on a faites. Le soutien des étudiants palestiniens, le soutien à des chercheurs, c'est des choses qu'on a mis en place. Et donc on était ouvert. On a organisé le fameux town hall, qui nous a été reproché à l'extérieur d'ailleurs, mais qui s'est bien passé. Mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout de cette discussion parce qu'on est arrivé à un moment qui était crucial pour moi. Est-ce qu'on passe ou pas les examens ? Est-ce qu'on tient ou pas les examens ? Et là, pour moi, c'était la ligne rouge. Et c'est ça qui a été le conflit le plus dur, y compris à Reims. Est-ce que je regrette d'avoir dû mobiliser des forces de l'ordre pour que les examens se tiennent à Paris, à Reims et dans d'autres campus ? Je le regrette parce que c'est un échec, mais si c'était à refaire, je le referais. Parce que les examens, c'est le bien le plus important qu'à l'université, qui forme des jeunes qui doivent aller sur le marché du travail. À propos du dialogue, vous en avez parlé, le dialogue qui était compliqué avec les étudiants. Est-ce que vous comprenez qu'une partie de la communauté étudiante ne se sente pas écoutée ? Par exemple, pour le Town Hall, on sait qu'il y a eu plus de dialogue offert aux étudiants parisiens et très peu pour les étudiants des campus en région. Est-ce que vous comprenez qu'une partie de la communauté ne se sente pas entendue ? D'abord, si vous le dites, c'est que vous avez raison, que je dois le comprendre. Le Time Hall, on était quand même dans une contrainte organisationnelle très forte. On avait décidé de le faire à la demande des étudiants, d'ailleurs, dans l'amphi Boutmi. Il y a un nombre de places limité. On a dû gérer un afflux de candidatures et peut-être que là, il y a une frustration naturelle qui s'est faite de la part de représentants de campus qui ne pouvaient pas venir à Paris. Mais au-delà, moi, ce qui me marque le plus, c'est que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on a plus régulièrement des contacts directs entre l'administration parisienne et les campus. Moi, je sens qu'il y a un sentiment d'absence de communication, de perte d'information. Et ce qu'on a décidé, et ça on peut en parler entre nous, puisque même on le précisera sans doute à la conférence de presse, c'est de multiplier des rencontres directes entre l'administration au sens large et les communautés étudiantes, qu'on se parle librement, y compris qu'on ait des désaccords, parce que très souvent quand même, c'est l'absence de circulation de l'information qui crée la difficulté. Donc ça, c'est une vraie leçon de la crise pour nous. Il faut qu'on retrouve les moyens de créer du lien avec la communauté étudiante. Il y a sans doute à réfléchir, mais je sais que Jeanne a des projets pour savoir comment on peut avoir des instances qui représentent les campus, travailler avec les délégués, etc. Enfin, ça, il faut qu'on le fasse, et ça, c'est l'enseignement de la crise. C'était justement sur ça que je voulais venir. On a donc toujours des étudiants en commission de discipline. Donc comment renouer le dialogue avec la communauté étudiante et surtout rétablir un lien de confiance ? Rétablir le lien de confiance, c'est un peu ce que je viens d'essayer d'expliquer. La commission de discipline, il faut qu'on soit clair. On ne peut pas, quand on est étudiant, revendiquer de manière illégale et contraire au texte sans s'attendre qu'on puisse avoir des contreparties en termes de sanctions. Moi, je peux comprendre qu'un étudiant décide une action contraire au règlement intérieur, mais il faut qu'il en assume les conséquences. C'est trop facile. Et donc oui, on a effectivement aujourd'hui ouvert les instances disciplinaires pour un nombre très réduit d'étudiants quand même. Je crois que sur Reims, c'est 7 étudiants qui sont concernés. Voilà, 7. Après, moi, l'affaire, elle ne m'appartient pas. Vous savez, la commission de discipline, elle va se réunir. Elle est indépendante. Elle jugera ce qu'il en est. Mais on ne peut pas accepter l'idée, mais y compris vis-à-vis de l'extérieur, que bloquer un examen ne puisse pas avoir de conséquences sur les choix individuels qu'on fait. Moi, je pense qu'à Sciences Po, on apprend aussi que ces choix, on les assume. Et donc, je ne comprends pas, moi, un étudiant qui bloque, qui contesterait le fait de pouvoir être poursuivi parce qu'il a bloqué. Ça serait pour moi incompréhensible d'un point de vue purement intellectuel. Alors, on en a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure, par rapport à la nouvelle directrice ou au nouveau directeur de Sciences Po.
On voulait savoir que pouvaient espérer les étudiants à Sciences Po. On avait vu par exemple qu'il y a 2 femmes qui se présentent, possiblement parce que ce n'est pas officiel comme vous l'avez dit, mais 2 femmes qui se présentent pour être directrices de Sciences Po. Ce serait peut-être la première femme directrice de Sciences Po, peut-être. Alors moi, j'ai une règle de base, c'est que je ne commande pas un processus auquel je ne suis pas associé. Et donc, je ne vais pas me prononcer sur ce sujet parce que ça serait vécu comme une préférence que j'exprime par rapport à un candidat. Mais je crois qu'il y a au moins une candidate qui est déclarée. La deuxième, je ne sais pas. Et donc, je ne répondrai pas là-dessus parce que ça serait pour moi aller au-delà de mon rôle. Ce que peuvent attendre les étudiants de Sciences Po d'un nouvel directeur, une nouvelle directrice, c'est d'avoir quelqu'un qui arrive justement à dialoguer clairement avec eux tout en ayant un projet important pour cette université. Ce qui est important, c'est le projet. Sciences Po va être confronté, comme toutes les universités, à des enjeux. Il faut être sûr que la personne qui la dirige, mais avec l'équipe, il faut arrêter aussi, peut-être à Sciences Po comme ailleurs, d'imaginer que c'est une personne qui va changer seule le cours des choses. C'est vraiment un collectif qui est en cause. Il y a des enjeux. Je pense que Sciences Po a toutes les capacités pour relever les enjeux qui sont devant lui. Et ça va aussi dépendre de la personnalité de la future directrice ou du futur directeur. Je sais que vous avez une préférence, en tout cas. On lui dira. Sans parler du prochain ou de la prochaine directrice ou directeur en lui-même, on sait que vos 2 prédécesseurs ont démissionné pour leurs implications dans des affaires de violences sexuelles et sexistes, alors que la nomination de Mathias Hucheret a été présentée comme un tournant dans la gestion des VSS à Sciences Po. Est-ce que cette fois, on peut, au niveau de l'équipe donc, ou du directeur ou de la directrice, espérer une évolution franche dans la lutte contre les VSS, que ce soit au niveau des étudiants ou au niveau de la direction? Il y a un petit mystère pour moi, parce que donc, en arrivant à Sciences Po, je me suis naturellement intéressé au dispositif de lutte contre les VSS. Et objectivement, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu d'ailleurs en comité de la vie étudiante un échange sur un bilan de l'activité. Moi, je pense qu'on peut dire que Sciences Po a un dispositif de qualité. Est-ce qu'il est assez connu? C'est peut-être un sujet qu'on a, mais moi, je trouve que d'avoir systématiquement des déclenchements d'enquête, de signalement, la CUIP. Alors le problème, on le sait bien, tous ces processus, ça prend du temps. Donc ils génèrent de la frustration. Vous êtes victime ou vous pensez être victime d'une violence sexuelle ou sexiste, vous souhaitez avoir une réponse tout de suite. Ce n'est pas le cas quand on rentre dans un processus d'enquête. Il faut interroger, il faut confronter les points de vue. Donc il y a de la frustration. Mais sur le papier, entre les formations qui sont mises en œuvre, y compris vis-à-vis des responsables associatifs, des dispositifs d'écoute, d'accompagnement, interne, externe, ligne d'écoute, dispositif d'enquête, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? En fait, votre question, si je vous la retourne, qu'est-ce que vous imagineriez de plus dans ce dispositif pour le rendre plus efficace? Parce que les syndicats étudiants qui ont été consultés ne nous ont pas fait beaucoup de critiques et de propositions. Peut-être, Pierre? En mars, au moment de la pré-présentation de ce rapport de la cellule VSS sur les signalements et l'ensemble des enquêtes traitées en 2023. On a voulu travailler avec les associations étudiantes féministes qui avaient déjà été sollicitées d'ailleurs au semestre d'automne 2023 pour réviser le dispositif. On n'est pas allé au bout, donc on va reprendre les échanges, mais notamment sur un sujet qui est la bonne complémentarité et puis la façon dont on travaille mieux entre tout ce qui peut être fait de pair à pair, notamment en termes d'écoute, de soutien, de sensibilisation, d'accompagnement de changements culturels, d'accompagnement aussi de tout un tas d'attitudes qui sont liées à des incompréhensions interculturelles, etc. Et puis ce qui est fait par l'institution. Ça, aujourd'hui, c'est 2 mondes qui circulent, je dirais, un peu côte à côte, mais pas forcément dans une logique très partenariale. Et ça, c'est probablement un progrès qui peut être accompli parce qu'on dialoguera mieux ensemble, parce qu'on aura une gouvernance un peu plus partagée sur ce type de sujet. Future directrice, futur directeur, ça restera une priorité forte pour Sciences Po. Merci. J'ai une question maintenant pour vous, Madame Lazarus. Cela fait donc 1 an que vous occupez le poste de doyenne du collège universitaire. Quel bilan faites-vous et quels sont vos objectifs pour l'année universitaire 2024-2025 ? Alors, il y a des questions de court terme conjoncturelles, c'est-à-dire que ça n'a pas été une année de tout repos. En même temps, au bout d'1 an, le bilan que je fais, c'est à la fois que le collège, c'est un formidable projet, c'est 7 campus, des étudiants qui viennent du monde entier,
des possibilités quasiment infinies entre le parcours civique, les doubles diplômes, les projets des étudiants. Enfin, c'est même parfois trop parce qu'on n'arrive pas à voir tout ce qui se fait. Mais vraiment, il y a quelque chose, un dynamisme et énormément de choses qui sont très, très, très enthousiasmantes. Et en parallèle, souvent des frustrations qui sont exprimées, souvent du mal à mettre en avant tout ce qui est bien. Et bon, alors ça, c'est peut-être un peu classique. Hein, on a plutôt envie de parler de ce qui ne va pas bien que de ce qui va bien. Mais donc, c'est déjà ça, c'est de réussir à s'appuyer sur quelque chose qui est fondamentalement très, très original, qui n'existe nulle part ailleurs, ni en France, ni dans le monde. Hein, ce programme de bachelor interdisciplinaire, les 7 campus, et donc quelque chose qui est à la fois parisien, ultra parisien même, et très ancré sur les territoires. Donc, vraiment un modèle à préserver. Et puis des choses à faire évoluer sans doute, faire évoluer, ou en tout cas se poser des questions. Pas forcément faire évoluer, mais vérifier que c'est toujours ça qu'on veut. Le programme qui est aujourd'hui présenté, ça fait 10 ans quasiment qu'il a commencé à être pensé. Et ce qui correspond encore au monde d'aujourd'hui, au monde du travail, aux grands enjeux géopolitiques, aux grands enjeux sociaux et politiques. Est-ce que, alors bon, après on a des questions très internes, l'enjeu des majeurs, est-ce qu'on garde les majeurs telles qu'elles sont? Bon, ça c'est pas forcément des grandes ambitions, mais parfois des choses qui peuvent apparaître comme des ajustements peuvent aussi être des moyens de garder ce qui va bien, tout en réglant des petites frustrations qu'on peut voir. Donc voilà où j'en suis. Pour cette année, ce qu'on espère, c'est pouvoir vraiment travailler sur des choses de fond et donc poser ces questions-là via des groupes de travail, en associant les enseignants, en associant les étudiants et les... Je vois que le directeur s'impatiente, donc je vais essayer de... non, voilà. Donc c'est ça un peu mon projet de cette année, c'est de poser les questions de façon franche, sans avoir peur de soulever les tapis, sans toujours aussi s'attacher à des choses qu'on a toujours fait et donc on continue à faire juste parce qu'on les a toujours fait. Ce qui n'est pas facile, hein, parce qu'on est tous... on est tous attachés à des choses parce que quand on était étudiant, on pensait que c'était ça qu'il fallait faire, donc on le répète, parce que ça marche comme ça, donc on le répète. Mais parfois, on a aussi le problème inverse, c'est-à-dire qu'on veut changer pour changer. Donc voilà, essayer de trouver les modalités de réflexion pour être le plus intelligent possible, en gardant tout ce qui est quand même incroyable dans ce bachelor, ces campus comme celui de Reims qui est magnifique, les équipes qui sont dévouées, compétentes, expérimentées. Enfin voilà, on a une matière sur laquelle on peut vraiment s'appuyer pour être encore meilleur. Et donc en fait notre dernière question du coup sera pour vous, Madame Cristal Cordel. Donc on se demandait quels seraient vos projets et ambitions pour le campus de Reims justement pour cette année et les années à venir, enfin à court et à long terme. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous retrouver. Juste un petit mot quand même sur l'année passée, si vous me permettez, parce que je pense qu'il faut à la fois dire ce qui ne va pas et aussi dire ce qui va très bien, comme la doyenne vient de le dire. Il faut dire que l'année passée était très compliquée parce qu'on avait plusieurs mobilisations qui commencent dès l'automne sur plusieurs sujets différents. Et on a réussi à Reims à tenir un dialogue ouvert, très respectueux, constant, des heures et des heures de dialogue, je dirais jusqu'à cette période difficile où on a eu ces décisions qui dépassent le campus sur la délocalisation. Donc je tiens juste à préciser, voilà, pour l'histoire, de savoir que le campus de Reims n'a jamais appelé les forces de l'ordre, ni Sciences Po n'a jamais demandé une intervention directe des forces de l'ordre. Il faut le savoir. Ça s'est passé sur un autre établissement. Quand on a organisé les examens ici, ça s'est très bien passé. Donc il faut quand même dire que nous, on essaie aussi de tirer les leçons de ça au niveau local. On va faire les town halls sans qu'il y ait une crise. On va essayer aussi de se rendre compte que le temps, en fait, aujourd'hui, s'est accéléré. Moi, je me suis rendu compte avec mes équipes que les étudiants qui n'avaient pas d'informations pendant, je ne sais pas, 1 heure ou 2 heures, pour eux, c'était long.
Et nous, on était en train d'essayer de trouver des solutions. Mais tout le monde va essayer de tirer les leçons de ça. Et je tiens à dire qu'à cette rentrée, ce qui me marque beaucoup et ce qui me remplit d'un sentiment de fierté des étudiants, c'est justement vous. C'est les étudiants de 2e année qui ont fait un travail incroyable tout au long de l'été, sans être payés, sans être valorisés par qui que ce soit, pour accueillir, donner des informations, organiser des événements. J'étais en régie un peu invisible dans l'amphithéâtre pour la unofficial opening ceremony des assos. Je veux dire, vous faites un travail incroyable. Donc déjà, sentiment de fierté, ce campus, moi mon objectif toujours pour ce campus, c'est qu'on reste un campus de cohésion. Et mon job aussi, c'est de valoriser, de visibiliser tout le monde, alors qu'on a des programmes de tailles différents. On a un Bachelor of Arts and Sciences qui est tout petit avec des cohortes de 22. On a Amérique du Nord à 400. On a Afrique entre les deux à 140, 150. Et donc mon objectif, je le disais tout à l'heure, mais je le répète parce que là vous êtes en train de filmer, vraiment valoriser nos spécialisations, nos expertises, nos associations étudiantes. Moi, quand j'organise un événement comme les entretiens de Reims, j'appelle Amina Zaknouf pour dire, voilà, allez, venez parler à nos étudiants de Je m'engage pour l'Afrique. Je vais appeler ASPA aussi pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour communiquer autour de l'événement. Pareil pour US Elections, on va parler avec des spécialistes de Columbia. Je vais appeler les étudiants Transatlantic, Rymoon, etc. Donc déjà, c'est vraiment travailler ensemble comme on a toujours fait, continuer de le faire et continuer aussi de montrer aux collectivités, aux voisins, aux associations locales qui vous recrutent sur le parcours civique que la ressource Sciences Po, c'est quelque chose de très précieux. Ils le savent déjà en fait, d'accord, ils le savent déjà, mais mon rôle aussi, c'est de continuer à montrer, à ouvrir aussi les portes de notre campus, qui est un site historique, qui est très apprécié par les Rémois. Et le travail, là encore, des étudiants pour organiser des visites guidées pour les parents, par exemple, qui viennent des 4 coins du monde. Il y avait Inde, Colombie, Canada, Afrique du Sud. J'avais des parents du monde entier qui m'ont dit « mais vos étudiants sont extraordinaires, ils ont fait des visites de ce site historique qui date du XVIIe siècle ». Donc voilà, c'est un bien précieux qu'on partage ensemble, nous, équipe admin, enseignants, étudiants, et vraiment, je suis très fière de vous. C'est ça que je voulais vous dire en ce début d'année. Merci pour le temps que vous nous avez accordé, c'était très gentil de votre part. Merci d'avoir suivi ce premier entretien de l'année avec la direction de Sciences Po que nous tenons à remercier pour cette mise à disposition des médias étudiants. On vous retrouve bientôt sur nos réseaux sociaux du Sundower Press, de RCB et de Sciences Po TV pour de prochains entretiens. À bientôt.